Alors pour parler de ce sujet, j'accueille Thomas Romer, qui est fondateur d'Open. Alors Open, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Observatoire de la parentalité dans l'éducation numérique. Donc Thomas est un spécialiste du numérique donc, chez les enfants, et il va nous parler surtout évidemment du rôle des parents, parce que finalement, qui est le plus responsable dans l'utilisation à outrance des objets numériques? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que ce sont les parents? C'est quand même un beau sujet. Donc déjà, Thomas, expliquez-nous, j'ai l'impression, enfin c'est le sentiment que tout le monde a et je pense que c'est général. En fait, les enfants utilisent de plus en plus l'objet numérique. Alors quand on parle d'objet numérique, c'est soit smartphone évidemment, mais ça peut être également une tablette, l'ordinateur, enfin c'est peut-être un peu moins courant. Même la télé, enfin non, avec Netflix et compagnie, ça peut passer par là. Donc à partir de quel âge, enfin, est-ce que vous avez des statistiques sur déjà le nombre d'enfants, enfin, sur une classe d'âge qui disposent d'un smartphone en France et l'âge à partir duquel finalement les enfants sont déjà sur l'objet numérique? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Les choses évoluent et très vite. On est en France maintenant en moyenne du premier équipement en téléphone mobile, smartphone. Ça rajeunit d'année en année. On s'approche doucement mais sûrement d'une moyenne autour du CM2 en termes de premier téléphone. Donc CM2, si je ne m'abuse, c'est 10 ans. Aux États-Unis, c'est 7 ans. Donc de toute façon, on continue d'y aller tout droit. Et puis on est à environ 7 écrans en moyenne par foyer en France, tout confondu, 7 écrans. Donc ce sont en effet des équipements qui ont tendance à qui envahissent notre quotidien et qui sont très présents dans les familles, avec, ne l'oublions pas, comme point d'entrée, la volonté des parents d'équiper leurs enfants. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de déconstruire et de questionner, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est parent, on a envie de donner un outil qui contient plus de technologie que le premier homme, la première fusée qui a emmené l'homme sur la Lune, à un enfant de 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder et d'essayer de comprendre, parce que de là se joue également pas mal d'enjeux et de postures contradictoires des adultes à ce niveau-là. Et alors, est-ce que vous constatez une fracture numérique au sein des familles, finalement, entre les parents, les enfants, et voire les grands-parents, voire les arrière-grands-parents? Alors, on a beaucoup raisonné pendant très longtemps autour d'une notion de fracture et on l'entend et on le voit encore beaucoup dans les médias, la notion de millennials, donc de ceux qui sont nés avec ces outils, et puis ceux qui seraient des migrants du numérique, ceux qui ont connu l'arrivée du numérique, dont je fais partie, dont vous faites partie, je crois. Et donc, c'est un constat qui est souvent fait, que je ne trouve pas forcément très adroit, dans la mesure où ça nous enferme un petit peu dans des enjeux qui sont uniquement liés à des aspects techniques, de maîtrise des outils, et qui viennent du coup dépasser les enjeux éducatifs. Or, pour moi, l'enjeu, quel que soit l'outil, n'oublions pas que ça reste des outils. Donc derrière, il y a l'être humain, on en a beaucoup parlé lors de la première table ronde. Et derrière l'être humain, il y a les usages qu'il fait avec cet outil. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, alors je pense que je ne suis pas la seule dans la salle, c'est hallucinant de voir que nos enfants maîtrisent à un tel point la technicité de nos smartphones, alors que nous, on est comme des andouilles, parfois à ne pas savoir trop comment s'en servir. Donc il y a quand même... Est-ce qu'il y a une vraie génération née avec ça de manière innée, on va dire? J'insiste souvent sur le fait que, contrairement aux apparences, les enfants utilisent plus les outils, mais pas mieux. S'ils les utilisaient mieux, on ne serait pas en permanence à vouloir faire de la prévention par rapport à tout ce qui peut potentiellement leur arriver, on ne serait pas en train de parler de cyberharcèlement, on ne serait pas en train de parler de tout ce genre de choses. Non, ils utilisent très mal ces outils, comme tous les enfants, et qui découvrent des outils, mais ils les utilisent plus, et ils ont une spontanéité
par rapport à ces outils qui nous donnent l'illusion qu'il les maîtrise mieux, ce qui n'est absolument pas le cas. Et en plus, c'est quelque chose dans lequel je veux surtout pas qu'on tombe, parce que ça voudrait dire qu'on est tous foutus, en fait, dans notre rôle de parent. Bah non, mais si demain, pour être parent, on parlait de valeurs humanistes, le rôle de parent se résume à être un simple ingénieur, ingénieur capable de décrypter des algorithmes et de taper des lignes de code, parce que demain, en effet, ce qui nous attend, c'est les robots qui vont porter les cartables de nos enfants, c'est déjà l'intelligence artificielle qui arrive dans les vêtements, souvent à la demande des parents, parce qu'on parlait tout à l'heure de... C'est là où les choses sont un petit peu contradictoires parfois, c'est que cette intelligence artificielle qu'on évoquait à l'instant, dans la table ronde précédente, elle a aussi quelque part des vertus très particulières dans les yeux des parents, qui sont dans cette illusion de vouloir soit surprotéger leurs enfants, soit de vouloir les joindre en permanence, alors qu'on sait très bien que quand on donne un téléphone à son enfant, il ne répond jamais. Donc voilà. Et puis pour finir de répondre à votre question, une chose qui est assez intéressante, c'est de voir qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite, c'est qu'on assiste à une fracture générationnelle au sein d'une même génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez à des lycéens, ils ne comprennent ou ont l'impression de ne pas comprendre ce que font leurs petits frères ou leurs petites sœurs avec ces outils. Donc les choses vont quand même assez vite. Maintenant, attention aux mots, ne confondons pas enjeu technique, maîtrise de l'outil et compréhension. Bien sûr. Et c'est à ce sujet que justement ça me mène vers la prochaine question. On le voit tous quotidiennement dans la presse, toutes les mesures de prévention qu'essayent de mettre en place les pouvoirs publics, d'avertissement en fait des parents. Est-ce que toutes ces mesures ont un quelconque impact sur la situation ? Je pense qu'aujourd'hui, sur toutes ces questions, il faut faire preuve d'humilité. N'oublions pas qu'on est face à une technologie qui a occupé la planète entière en moins de 30 ans, alors qu'on estime, si on fait un parallèle avec la généralisation du livre, que le livre, il a fallu par exemple un peu plus de 3 siècles pour qu'il se répande à l'échelle de la planète. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur la même échelle de rapidité de déploiement de l'outil, et que du coup, il est légitime que cela vienne nous questionner, nous bousculer, nous inquiéter parfois. Mais moi, ce que je constate souvent à regret, c'est qu'on est souvent pris de panique un peu, surtout sur les questions des enfants et de la prévention des enfants. Panique un petit peu morale, très stigmatisante par rapport à leurs pratiques, alors qu'on oublie une fois encore que ces outils, ils n'arrivent pas d'un coup de baguette magique entre leurs mains, et que c'est bien les parents qui les en équipent. Donc, les politiques publiques, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions, je trouve qu'on se trompe complètement. Quand je vois le CSA qui continue pour la énième fois à nous rabâcher pas d'écran avant 3 ans, oui, dans un monde idéal, ça serait souhaitable. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien des familles, c'est ce qu'elles vivent, c'est qu'aujourd'hui, pas d'écran avant 3 ans, ça ne veut plus rien dire. Donc partons de cet existant, essayons de l'accompagner, et essayons de nous poser les questions et réfléchissons sur des messages de prévention qui soient adaptés, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout, et on le voit tous les jours dans la presse, à travers tous les faits divers qui sont souvent mis en exergue. Oui, et justement, donc on en vient à la question cruciale de ce débat, c'est quel est le rôle des parents ? Parce que finalement, ce sont les parents qui ont le rôle fondamental dans cette question du numérique pour les enfants. Nous, avec nos équipes, on fait beaucoup de formations, d'interventions. J'étais la semaine dernière à Marseille. Enfin voilà, on tourne partout en France, et on constate que partout, il y a exactement le même point de blocage, à savoir, il y a une espèce de manque de légitimité pour les adultes à s'emparer de ce qui est devenu un nouvel enjeu éducatif. Justement, très souvent, en se réfugiant derrière des considérations techniques. C'est-à-dire, je ne comprends rien à ce que fait mon enfant avec Snapchat, et ben, je ne me sens pas légitime pour intervenir. Et moi, ce que j'essaie toujours de rappeler aux parents, c'est que quand on achète un scooter à son enfant, on n'a pas forcément soi-même un BEP mécanique, et on n'a pas forcément fait soi-même le Paris-Dakar. Donc, c'est pas pour autant qu'on est démuni et qu'on n'est pas là pour donner des conseils. Il ne faut pas confondre une fois encore maîtrise technique et enjeu éducatif.
Et oui, aujourd'hui, 100% des adultes, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, ont une réelle légitimité à mettre un cadre, à donner des horaires, à faire en sorte, en effet, parce qu'il y a certaines réalités scientifiques qui nous le montrent maintenant, que regarder un écran avant l'endormissement, c'est pas très bon, ça excite le cerveau, donc ça facilite pas un sommeil réparateur, etc., etc. Et donc la légitimité des adultes, elle est vraiment là, et il faut qu'ils s'en saisissent, qu'on soit parents ou professionnels de l'enfance, et qu'on assume pleinement ce rôle par rapport à ça. Mais ça suppose qu'on ne soit pas enfermé dans nos postures contradictoires, parce que quand on voit les dîners, il suffira de se promener cet après-midi dans les rues de Trouville, le nombre de déjeuners familiaux qui se terminent avec chacun derrière son écran, où les parents, pour avoir leur tranquillité, donnent un écran aux enfants alors que c'est censé être un moment convivial. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte comme moi, j'ai pris la route hier soir tard, mais maintenant, donc ça y est, les voitures ont 2 nouveaux phares à l'arrière. C'est les écrans qui sont sur les appuis-têtes des enfants, parce que c'est vrai que d'occuper un enfant pendant 2 heures sans écran, c'est compliqué. Donc, et je ne parle même pas de tout un tas d'autres contradictions où on a, depuis 15 ans que je fais ce métier, l'éducation nationale qui, à juste titre, ne cesse de répéter qu'il faut éveiller l'esprit critique des enfants. Et quand on voit le nombre de théories complotistes qui sont relayées en ce moment par le biais des réseaux sociaux, par le mouvement des Gilets jaunes ou d'autres mouvements, etc., je pense que l'enjeu, il n'est pas forcément d'éveiller l'esprit critique des enfants, mais plus d'éveiller l'esprit critique des adultes. Donc évidemment, il y a un souci d'exemplarité qui est éminemment prégnant dans les enjeux éducatifs, et si on est nous-mêmes coincés dans nos propres postures contradictoires, ça pose problème. Du coup, parce que c'est vrai qu'on a vu la semaine, je sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, qu'effectivement on voyait que les Français dormaient de moins en moins, notamment à cause des écrans, parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'est les écrans qui prenaient la majeure partie du temps perdu de sommeil. Et on s'est rendu compte que du coup, les grands opérateurs, notamment Apple, etc., mettaient des outils sur les smartphones, par exemple, pour mesurer le temps passé. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que les parents vont se réfugier un peu derrière ça, en se disant, c'est bon, maintenant, ils sont contrôlés dans le délai d'accès? Alors, moi, pour l'instant, les remarques que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de... Quand je fais des conférences, j'ai souvent un public assez féminin, et j'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir à la fin qui me disent moi j'utilise l'outil là et je dois vous avouer un truc, j'étais persuadé que mon mari allait me battre au niveau temps passé, mais en fait je le bats largement à plat de couture au niveau du temps passé derrière sur un smartphone. Et donc ce qui est amusant, c'est qu'on se met à avoir des petits enjeux intrafamiliaux au niveau de celui qui passe le moins de temps ou celui qui passe le plus de temps avec son téléphone grâce à ces outils proposés. Non, je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants pour se rendre compte, puisqu'on parle beaucoup le mot addiction n'a jamais été autant utilisé de manière très maladroite d'ailleurs, parce qu'en présence d'un psychiatre, je ne me risquerai pas à vouloir en définir les contours, mais néanmoins c'est quelque chose de très bien défini dans la psychiatrie et on le met un peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, non, il n'y a absolument aucune démonstration scientifique qui démontre que les écrans rendent addicts au sens psychiatrique du terme. Par contre, des usages excessifs, il y en a beaucoup. Des phénomènes de dépendance, il y en a aussi, mais c'est dans certains cas très particuliers. Et donc, il y a en effet la possibilité de s'appuyer sur ces petits outils que nous proposent les constructeurs pour avancer. Mais une fois encore, à condition que nous, parents, dans notre dimension d'accompagnement, on ne soit pas pris la main dans le sac. Quand je vois que, en termes d'exemple, dans l'actualité, vous avez 2 pilotes de ligne qui ont été licenciés récemment parce qu'ils étaient en train de faire des photos dans le cockpit pour faire une story sur Snapchat. Vous avez un TGV qui ne s'est pas arrêté dans 5 gares parce que le conducteur était en train de vérifier ses emails. Et vous avez le syndicat des chirurgiens qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils en ont marre de voir dans les blocs opératoires des anesthésistes ou des infirmières qui font des parties de Candy Crush ou qui répondent à leurs textos. Donc il y a un moment, il faut aussi que nous, adultes, on soit aussi conscients que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça reste des outils et que la manière dont on l'utilise a un sens et
dans un domaine éducatif, l'exemplarité me semble primordiale. Merci beaucoup Thomas, je pense que c'était le mot de la fin. Merci.